9 pays francophones d'Afrique en formation à Abidjan, formation qui porte sur la régulation des secteurs de l'électricité et des télécommunications. Lutte contre la fraude et la corruption dans les concours, alors tenue d'une conférence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké pour exhorter les candidats au travail bien fait. Septième jeu de la francophonie, 10 athlètes de la délégation de la République démocratique du Congo se sont évanouis dans la nature après avoir empoché leur prime de 1 000 €, soit plus de 600 000 francs CFA. Bienvenue à tous dans votre édition. Muriel Aouré est à Abidjan depuis hier. La sprinteuse ivoirienne promet la médaille d'or au prochain JO. Je suis contente que les Ivoiriens soient fiers de ma performance. Je promets remporter l'or pour la Côte d'Ivoire et je m'entraîne dur pour arriver à cela, a-t-elle indiqué à l'ensemble de la presse nationale et internationale. Ce matin, Muriel a été reçue par le président de la République. Kati Touré est encore à la présidence. Son compte rendu dans nos prochaines éditions. À ces Jeux de Nice, ils sont 190 athlètes ivoiriens à défendre les couleurs du pays. Et la Côte d'Ivoire vient de s'illustrer de fort belle manière dans les compétitions sportives. Dans la discipline football, les éléphants de moins de 20 ans ont battu la République démocratique du Congo par 2-0. Et 10 sportifs de la délégation de la République démocratique du Congo ont disparu des Jeux de la francophonie qui se déroulent actuellement à Nice après avoir empoché leur prime de 1 000 €, soit 655 000 francs CFA. Regardez. Un coup dur pour l'image de marque de la République démocratique du Congo. Alors qu'ils participaient aux Jeux de la francophonie à Nice, 10 sportifs de l'équipe congolaise ont disparu. 7 basketteurs, les 2 meilleurs cyclistes du pays et un footballeur ont déserté la compétition après avoir touché une prime de 1 000 € censée couvrir leurs frais. Leur passeport serait toujours entre les mains de leurs entraîneurs. La délégation congolaise a porté plainte. Une enquête a été ouverte. Le Cameroun est sous le choc. Samuel Eto'o arrête sa carrière internationale. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à ses coéquipiers hier dans les vestiaires après la victoire contre la Libye. La star invoque des raisons familiales, mais les relations conflictuelles qu'il entretient avec l'entraîneur des Lions indomptables n'y sont sans doute pas pour rien. À 32 ans, cette retraite est une surprise, mais ce n'est pas la première fois qu'Eto'o délaisse ses coéquipiers. L'avenir dira si cette fois c'est pour de bon. Ici en Côte d'Ivoire, la croissance économique au cœur d'un tête-à-tête à la primature. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le président d'Africar, structure spécialisée dans l'agriculture, et la vice-présidente du MIGA, l'agence multilatérale de garantie d'investissement. Les détails avec Kwasi Mamadou. Parti de la Côte d'Ivoire pour des raisons sécuritaires, Africar, une ONG américaine spécialisée dans la promotion de l'agriculture, la sécurité alimentaire et dans l'eau, veut reprendre ses activités en Côte d'Ivoire. Le président de cette structure est venu porter le message au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'intérêt est d'aider les paysans à mieux produire, avoir beaucoup plus de la valeur et avoir la connexion avec le marché, l'écoulement de leurs produits. Par le passé, ici, Africair avait travaillé dans le domaine de la production du riz et du soja. Avec la délégation de la Banque mondiale conduite par la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie d'investissement, MIGA, il était question du bilan à mi-parcours des investissements déjà réalisés pour la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons présenté au gouvernement et au Premier ministre donc les différents produits que MIGA peut apporter à la Côte d'Ivoire pour encourager la venue des investissements dans des domaines prioritaires. Et le gouvernement a pu nous exposer les domaines qui, de son côté, étaient particulièrement importants pour que MIGA s'y implique. C'est un peu tôt pour nous de dire dans quel domaine nous pourrons apporter les prochaines garanties, mais nous allons étudier les demandes du gouvernement.
Ce sont environ 1000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour des investissements depuis la fin de la crise post-électorale. Déjà, 350 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de la production de l'énergie, du gaz et du pétrole, ainsi que dans le secteur du bâtiment, les travaux publics et le tourisme. Ce communiqué du Conseil national de la presse, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, réuni en sa 16e session ordinaire le jeudi 5 septembre 2013, a examiné les documents transmis par les entreprises dont les titres ont été suspendus à l'issue d'une session ordinaire du 6 juin 2013. Au terme des délibérations, 2 entreprises de presse ont vu l'interdiction de parution de leurs titres levés. Il s'agit de Canal Street, éditrice de Mobideco, Sentier d'Afrique SARL, éditrice de Sentier d'Afrique et de Abidjan 24. Toutes celles ayant déposé des dossiers au siège du CNP et dont les noms ne figurent pas dans le présent communiqué sont invitées à fournir les pièces manquantes. 9 pays africains francophones sont en formation à Abidjan, formation qui porte sur la régulation des secteurs de l'électricité et des télécommunications. Le point avec Francis Boifo. On a des factures d'eau ou d'électricité ou bien un problème concernant le transport. Quand j'y vais me plaindre et je n'ai pas gain de cause, donc je prends ça comme ça. Pourtant, des structures de régulation existent en Côte d'Ivoire, réagit le ministre du Pétrole et de l'Énergie au nom de ses collègues. Les populations peut-être ne sont pas bien informées, peut-être aussi qu'elles ne s'informent pas. Il nous appartient de donner un peu plus d'informations. Nous allons nous atteler à faire cela. Le séminaire sous-régional d'Abidjan vient renforcer les capacités des responsables et cadres d'entreprises d'électricité et de télécommunications sur la régulation. Il s'agit effectivement de faire en sorte que les opérateurs puissent produire de l'électricité et de le céder aux abonnés dans les meilleures conditions tarifaires qui soient. Mes attentes pour ce séminaire, c'est d'accroître mes connaissances dans ces 2 aspects, à savoir l'accès des tiers au réseau, la gestion des interconnexions régionales à travers le marché de l'électricité des pays de la CEDEAO. 9 pays africains francophones participent à cette rencontre sur la régulation de l'industrie des réseaux, électricité et télécommunications. Réguler les industries en réseau, c'est de trouver l'équilibre entre les différents partenaires qui sont l'État, les investisseurs privés et la population pour que chacun tire un profit raisonnable. La réunion s'achève le 13 septembre prochain et sera sanctionnée par des recommandations sur le mode de financement du secteur de l'électricité, problème commun à plusieurs pays africains francophones. Rendons-nous en Afrique du Sud, où lieu de veiller, le Fonds des Nations Unies pour la population a réuni une 50aine de journalistes africains. Un rendez-vous pour échanger sur les questions de population et de développement. Il a été aussi question de faire le point de la situation en Afrique. La rencontre qui a duré 3 jours a eu lieu à Johannesburg. Reportage. Afrique du Sud, Johannesburg, Birchwood Hotel. Conférence internationale d'une 50aine de pays sur la population et le développement. Cet atelier pour impliquer les hommes des médias, les femmes des médias dans le processus de revue de la conférence internationale sur la population et le développement qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Nous pensons que les médias jouent un rôle extrêmement important dans la mise à l'ordre du jour des questions de population, dans l'implication des hommes politiques dans ce qui concerne l'avenir de l'humanité. S'engager désormais à travers leur production dans les questions de population et de développement afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Mettre fin également aux violences et aux grossesses chez les adolescentes complète les objectifs de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement. Pour les journalistes africains, cet atelier est à saluer. Il y a de nouveaux concepts qui naissent. Les journalistes ont besoin d'être informés, d'une mise à niveau pour pouvoir bien travailler. Cet atelier est le bienvenu parce que ce n'est pas souvent qu'on parle de la CIPD dans les médias. Ensuite, après la CIPD, on a commencé à parler des objectifs du millénaire pour le développement. Et finalement, les objectifs du millénaire pour le développement ont un peu caché la CIPD
et on n'en parle pas souvent. Donc cet atelier qui permet effectivement de revenir sur la CIPD, de parler des questions de population, est vraiment une très bonne chose. Meilleure compréhension des questions sur la conférence internationale pour la population et le développement, la CIPD, à travers communication, partage d'expériences et discussions. Les journalistes se séparent après 3 jours de travaux intenses, chacun ayant à l'esprit désormais d'attirer l'attention des gouvernants sur le développement des peuples africains. Séance de sensibilisation sur le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, séance organisée par le comité local de lutte contre ces pandémies et la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. La détail avec Justine Sey-Djiké. Le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire est de 4%. Dans le milieu des femmes enceintes, le taux est estimé à 8,3%. Le nombre d'orphelins du sida est estimé à 31 000. On note également une baisse de 20% de l'espérance de vie prévue à l'horizon 2015, avec un taux d'accroissement de la mortalité adulte estimé à 53% du fait du fléau. Et près de 70% des personnes supposées être infectées par le VIH ne connaissent pas leur statut sérologique. Face à ce sombre tableau, les agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale de San Pedro et leurs familles ont décidé de se mettre à l'abri. Des projections de films, des sketchs et une pièce de théâtre pour les instruire sur les modes de transmission, de prévention et les moyens de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. La prévention reste et demeure le meilleur moyen de lutte. C'est pourquoi la présidente du comité local de lutte, Yao Didier, exhorte ses collègues et leurs familles au dépistage précoce du VIH-Sida, à dormir sous des moustiquaires imprégnés, à se rendre au centre antituberculeux dès constatation d'une toux qui perdure et enfin à une bonne hygiène de vie. Cette séance de sensibilisation vise à réduire l'impact du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme sur les agents de la CNPS et leurs familles et partant sur les populations du département de San Pedro. Le paludisme est un cas de santé publique, on le sait, et le district sanitaire de Dabakala veut réduire la pandémie dans la localité à travers une action durable et un suivi permanent des populations. Pour y parvenir, le district sanitaire de Dabakala vient d'installer 50 agents de santé communautaire. Commentaire, Kwadjo Kwame. En Côte d'Ivoire, le paludisme représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé. Le paludisme représente 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et 50% de perte de revenus agricoles. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus touchés par la maladie. Face à la situation, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, a adopté la stratégie de prise en charge à domicile des cas de paludisme. Cette stratégie recommande la dispensation des soins par les agents de santé communautaires à domicile, tout en se référant aux directives nationales. On attend de ces agents de santé communautaire qui jouent leur rôle, c'est-à-dire être les premiers à toucher les populations les plus éloignées pour pouvoir faire le diagnostic rapide du paludisme simple avant que ça ne se complique. Après la formation des agents de santé communautaire ASC, de la PECADOM, du paludisme dans les 6 districts du pays, il était indispensable de les présenter officiellement aux autorités administratives locales ainsi qu'aux communautés auprès desquelles ces ASC vont exercer. C'est dans ce cadre que le district sanitaire de Dabakala, avec l'appui du PNLP et l'UNICEF, a organisé une cérémonie de présentation des 50 agents de santé communautaire à la préfecture de Dabakala. Attentifs aux conseils à leur donner par les autorités, ces agents de santé communautaire se sont dit prêts à contribuer efficacement à la lutte contre le paludisme. Dans le domaine de l'agriculture, les filières coton et anacarde connaîtront de grands changements avec la mise sur pied d'un nouvel organe. Ce nouveau comité d'administration viendra remplacer l'actuel organe qui est l'ARECA, Autorité de régulation du coton et de l'anacarde. Le point avec Noël Niagno.
La réforme des filières coton et anacarde, la phase 2 est terminée, c'est-à-dire le document d'opérationnalité où les différentes déclinaisons du décret d'application est validé. 3 jours ont été nécessaires, après discussion et échange entre toutes les parties prenantes. Une grande première. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour tous de se retrouver et de savoir que nous avons un même destin. Et de savoir que ceux qui nous accompagnent ne sont pas contre nous. Au contraire, ils veulent nous aider à trouver une solution. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a salué l'engagement quantitatif et qualitatif des participants avant de les remercier et indiquer l'esprit de la réforme. Nous ne faisons pas une réforme pour que quelqu'un perde tout et on ne fait pas une réforme aussi pour que quelqu'un gagne tout. Nous faisons une réforme pour qu'il y ait un meilleur équilibre et qu'il y ait de l'équité qui assure la pérennité de la filière. Pour cette pérennité, la réforme met en place au plan institutionnel une direction générale de l'ARECA, autorité de régulation des filières coton et anacarde, et 2 directions générales adjointes, l'une pour le coton, l'autre pour l'anacarde. Autre fait notable à souligner dans cette réforme, le retour du zoning au niveau de la filière coton. L'État avait bien dit qu'à partir de 2000, que la filière était libéralisée. Malheureusement, cette libéralisation n'a pas été bien comprise par tous et on a assisté à un désordre. Aujourd'hui, il faut corriger ces désordres-là. Il s'agit simplement de redéfinir des zones aux différents acteurs pour pouvoir mener des actions de développement, des actions à moyen terme, comme la culture à télé, qui constitue aujourd'hui le fer de lance du développement de la culture cotonnière et de la modernisation des exploitations en zone de savane de Côte d'Ivoire. Concernant l'anacarde, l'acquis notable reste la structuration de la commercialisation. L'innovation au niveau de l'anacarde, c'est d'abord la structuration de la commercialisation. C'est une filière naissante, ça a un intérêt économique et donc il faut organiser cette filière. On a constaté qu'il y avait une très forte volatilité au cours de la commercialisation où les prix pouvaient varier vraiment du simple au double. Donc c'est l'objectif, l'innovation, c'est d'agréer tous les acteurs qui vont intervenir dans cette filière-là. C'est fort de ces acquis et des recommandations formulées pour la durabilité des 2 filières que les participants se sont séparés avec l'espoir que les fruits seront à la dimension du labour de ces 72 heures. Pour faire face à la recrudescence du grand banditisme à San Pedro, des patrouilles mixtes composées de la police, de la gendarmerie et des FRC sont menées de jour comme de nuit. Ces patrouilles commencent à porter des fruits, nous dit Justine Sey-Djike. Les populations du département de San Pedro peuvent désormais dormir en toute quiétude. Les éléments de la brigade des enquêtes générales et criminelles viennent de mettre hors d'état de nuire un dangereux gang spécialisé dans le braquage de magasins, boutiques et domiciles. 4 des malfrats surpris en flagrant délit de vol n'ont pu échapper à la police. Je dis à la population que face à ce banditisme grandissant, sa police s'est levée, appuyée de ses forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc nous allons tout faire pour que la sérénité revienne au sein de la population à San Pedro. Et donc le résultat, le voici. 2 d'entre eux, Loba Djoman Michel et Oupe Anoï Ori Joe Wilfried, mortellement fauchés, avaient sur eux un pistolet calibre 12 à canon scié, 4 téléphones portables volés, quelques boulettes de cannabis et l'arsenal avec lequel ils ont forcé les grilles du magasin braqué. Avant cette opération, 3 repris de justice, Anoblé Eric, Kodjovi Roland et leur receleur, Lasmomel Sartunet Herman, ont été arrêtés en pleine vente d'une motocyclette volée. Le commissaire principal Seydou Ouattara et ses hommes sont ainsi décidés à débarrasser le département de San Pedro de tous les bandits. Un pas vers l'harmonisation de la politique statistique de l'espace CEDEAO, une politique qui permet à chaque État de produire des statistiques fiables pour favoriser les prises de décision. Patricia Oumouetia. Rencontre importante pour la CEDEAO. Le but est de préparer la réunion ministérielle afin d'évaluer les indices propices à la création du Fonds de développement de la statistique.
Le vrai problème des statistiques dans nos pays, c'est le manque de moyens financiers pour soutenir les activités de production de statistiques. Et pourtant, les ressources sont limitées. Déjà, pour faire le plan de production, le plan d'urgence de production statistique en Côte d'Ivoire, ça coûte à l'État ivoirien 3 milliards pour l'année, les 2 années 2011-2012. Donc si on multiplie 3 milliards par 15 pays, vous voyez à peu près ce que ça fait. C'est au moins 45 milliards qu'il faut dans ce fonds pour chaque année produire les statistiques dont a besoin la CEDEAO pour mesurer son développement et faire son suivi de l'évolution. La commission de la CEDEAO, en collaboration avec les instituts nationaux de la statistique des États membres, œuvre dans le domaine de la statistique pour élaborer des documents techniques pour le développement et l'harmonisation des statistiques dans la région. La réunion des ministres en charge de la statistique des États membres de la CEDEAO se tiendra le vendredi 13 septembre prochain à Abidjan. Ils sont nombreux les personnes qui ne comptent pas sur leurs connaissances et leurs efforts intellectuels pour réussir leur concours. Elles préfèrent avoir recours à la fraude ou à la corruption pour lutter contre cette gangrène qui mine aujourd'hui notre société. Une conférence a été dite à l'université Alassane Ouattara de Bouaké sur le thème « Je peux réussir mon concours ». Commentaire, Charles Tatou. Par cette conférence sur le thème « Tu peux réussir ton concours », les responsables de la fondation KISS veulent marquer leur contribution à la sensibilisation des potentiels candidats au concours d'entrée dans la vie professionnelle à compter sur leurs capacités. D'entrée, le conférencier Kwame Yao Séraphin est revenu sur toutes les formes de la fraude et de la corruption et les dangers qu'elles comportent. Pour mieux véhiculer son message, l'orateur partit de sa propre expérience traduite dans une œuvre littéraire, invitant les candidats au concours à haïr la fraude et la corruption pour compter sur leurs propres capacités intellectuelles. Dis à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs de l'université, les étudiants, qu'il est largement possible d'avoir son concours. Il faut en avoir la volonté et agir en conséquence. Les étudiants considèrent cette conférence comme un stimulant pour les différents concours qu'ils ont affrontés avec détermination et confiance. Il nous donne une vision assez réaliste, contrairement à ce qu'on voit ou à l'idée perçue aujourd'hui. Quand on parle du concours en Côte d'Ivoire, on pense tout de suite à la fraude ou quelque chose comme ça, mais il nous fait savoir qu'il y a encore de l'espoir. Cette conférence répond à la vision du gouvernement qui veut débarrasser de l'esprit des Ivoiriens des mots tels la corruption, la fraude et la complaisance, devenus depuis quelque temps des moyens de réussite pour certains Ivoiriens. Et en image, plusieurs kits scolaires ont été distribués aux meilleurs élèves de CPE, BPC et du bac pour célébrer l'excellence. Une initiative du collectif des chefs du village Tchaman et Brié. Ces chefs veulent étendre dans l'avenir leurs actions en organisant la journée du mérite suivie de prise en charge scolaire. On en sait peu sur les questions de droit international humanitaire. Le Comité international de la Croix-Rouge veut en faire la promotion auprès des étudiants juristes. Il organise pour ce faire un concours de plaidoirie en droit international humanitaire. Regardez. 4 équipes d'étudiants s'affrontent dans un concours de plaidoirie en droit international humanitaire. Les participants sont issus de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny, de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, de l'Institut universitaire d'Abidjan et de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Participer déjà à ce concours nous permettra d'entrer dans la vie professionnelle carrément. Surtout que nous aimerions avoir une spécialisation en droit international humanitaire. Le concours est organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en partenariat avec le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP. Ce concours veut favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et promouvoir le droit international humanitaire auprès de ceux-ci. Les guerres ont des limites et que c'est un droit qui permet justement d'alléger les souffrances des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités et par conséquent qui justement leur permet d'être protégés dans ces situations d'exception. Les lauréats seront connus le 12 septembre et participeront au concours régional francophone de droit international humanitaire à Tunis fin 2013.
Reportage signé Christelle Menant et Francis Boifo. Le Mali, avec ce premier conseil des ministres du gouvernement Ouma Tatamli, les membres du gouvernement sont invités à faire face à leur mission qui les attend. 24 heures seulement après leur nomination, les membres du gouvernement Tatamli viennent au palais de Koulouba pour recevoir leur feuille de route des mains du président de la République. Une feuille de route que les poids lourds de l'équipe gouvernementale semblent déjà connaître par cœur. Faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. On sait qu'il y a la crise du Nord. J'espère qu'on aura une diplomatie qui va non seulement aider le pays, mais aussi à régler ce problème objectivement. Au total, 34 ministres et ministres délégués font partie du nouveau gouvernement malien. Parmi eux figurent 4 femmes, mais aussi 6 membres du gouvernement de transition, dont le général Moussa Sinko Koulibaly à l'administration territoriale ou encore Tieman Hubert Koulibaly au domaine de l'État. Le tout premier conseil des ministres du Mali post-crise s'est tenu ce lundi à Bamako sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réaffirme aussi sa volonté de réconcilier les Maliens. Illustration de cette volonté, la nomination d'un ministre de la réconciliation et du développement des régions du Nord. Un acte salué par une frange de la population. Et puis sachez que le Mali organisera bientôt des assises nationales du Nord, discussions destinées à permettre le règlement définitif des rébellions récurrentes dans cette partie du pays depuis son indépendance, a annoncé donc lundi le président Ibrahim Boubacar Keïta sans fournir de date. Le tour de l'Afrique en bref commence par la visite du chef de la diplomatie égyptienne en France. Au menu, les relations entre Paris et le Caire. Le chef de la diplomatie égyptienne en visite en France. Nabil Fahmy s'est entretenu avec son homologue Laurent Fabius. Au menu, les relations entre Paris et le Caire et la situation en Égypte. Paris a pris acte des promesses du gouvernement égyptien de mettre en œuvre la feuille de route. La France encourage une participation de toutes les parties au dialogue pour que la transition soit réussie. Go to School, c'est le nom de la campagne lancée par l'UNICEF en Somalie pour inciter les enfants à aller à l'école. Après 25 ans de guerre, la Somalie est un des pays où le taux de scolarisation est le plus bas au monde. Ici, seuls 4 enfants sur 10 vont à l'école. Nous avons déjà perdu 2 générations. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre une nouvelle. Grâce à cette campagne, l'UNICEF espère ramener 1 million d'enfants sur les bancs de l'école. Le projet va durer 3 ans. Des écoles vont être construites, d'autres rénovées. Des enseignants seront formés, des programmes spéciaux mis en place pour les populations nomades. L'initiative concerne aussi le Puntland et le Somaliland. Rappelons pour terminer que Muriel Aouré est à Abidjan depuis hier. La sprinteuse ivoirienne promet la médaille d'or au prochain JO. Elle a été reçue ce matin par le président de la République. Et à ces Jeux de Nice, ils sont 190 athlètes ivoiriens à défendre les couleurs du pays. Et la Côte d'Ivoire vient de s'illustrer de fort belle manière dans les compétitions sportives. Dans la discipline football, les éléphants de moins de 20 ans ont battu la République démocratique du Congo par 2 buts à 1. Merci de votre fidélité.